Si tu penses qu'une paire de compliments et un sourire exagéré suffisent pour attirer une femme, tu perds ton temps. Ce n'est pas ce que tu dis pour l'impressionner, c'est la façon dont tu parles, le poids de tes mots et l'attitude qui les soutient. Les belles phrases sans caractère derrière sont comme de la fumée. Elles disparaissent rapidement et laissent un vide qui révèle l'insécurité. La première chose que tu dois comprendre est que les femmes ne cherchent pas un homme qui agit comme s'il était en audition pour leur plaire. Ce qui les attire vraiment, c'est l'authenticité, le calme, la fermeté dans la voix et la confiance dans le regard. Il ne s'agit pas de répéter des scripts, il s'agit de montrer que tu sais qui tu es et que tu n'as pas besoin d'approbation pour t'exprimer. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils parlent trop. Ils s'efforcent de paraître intéressants et finissent par projeter de l'anxiété et de la dépendance. Ils pensent que montrer de l'intérêt signifie être toujours disponible. Et tout ce qu'ils réussissent à faire est de perdre de la valeur. D'autres cachent leurs insécurités derrière des blagues forcées, des compliments constants ou un silence gênant. Tout cela est transparent et détruit la connexion. Cette vidéo est pour les hommes qui en ont marre de faire semblant, qui comprennent que la force d'un message ne réside pas dans le volume ni dans la quantité, mais dans le moment approprié et dans la confiance avec laquelle il est dit. À partir de maintenant, tu vas arrêter de poursuivre et tu vas commencer à communiquer avec le poids d'un homme qui sait ce qu'il vaut. C'est ce qui génère le respect, l'intérêt et une véritable attraction. 1. Parle avec vérité, pas avec flatterie. Dire à une femme ce que tu penses qu'elle veut entendre est la façon la plus rapide de montrer que tu n'as rien de solide à offrir. Beaucoup d'hommes pensent que les flatteries sont un raccourci, mais en réalité, elles sont un piège. La plupart d'entre elles sonnent creux parce qu'elles ne naissent pas d'une observation sincère, mais d'un désir désespéré de plaire. Quand chaque mot qui sort de ta bouche semble une tentative pour gagner son approbation, tu perds en crédibilité et tu perds automatiquement en respect. La vérité a un poids que les flatteries ne peuvent pas imiter. Un commentaire honnête, même simple, a plus d'impact que 100 phrases douces lancées sans sens. Si tu lui dis « il y a quelque chose dans ta façon de parler qui attire l'attention » et que tu le dis parce que tu l'as vraiment remarqué, cela éveille la curiosité et le respect. En revanche, répéter des phrases comme « tu es la plus belle » ou « personne n'est comme toi » ne fait que te faire ressembler à un autre qui essaie de séduire sans effort réel. Parler avec vérité ne signifie pas être cruel ou grossier. Cela signifie observer, reconnaître ce que tu vois vraiment et l'exprimer calmement. Une femme remarque quand tu l'écoutes vraiment et quand ce que tu lui dis est le reflet de ce que tu perçois, pas un discours préparé pour obtenir quelque chose en retour. L'authenticité ne sonne pas toujours parfaite, mais elle est toujours plus attirante parce qu'elle transmet de la confiance. Les hommes qui dépendent des flatteries pour attirer l'attention sont souvent les mêmes qui se frustrent quand ils ne reçoivent pas la réponse attendue. C'est parce que leurs paroles n'ont pas de racines, elles ne naissent pas d'une conviction personnelle. Le stoïcisme enseigne que tu dois contrôler ton besoin d'approbation. Tant que tu chercheras à plaire, tu seras prisonnier des réactions des autres. En revanche, quand tu parles avec vérité, tu n'attends pas de récompense. Tu dis simplement ce qui est réel et cette honnêteté te libère. De plus, les flatteries superficielles sont faciles à oublier. Une phrase sincère, bien que brève, reste gravée parce qu'elle révèle que tu étais présent à ce moment-là. C'est la différence entre dire « quelle jolie robe » et dire « cette couleur te va incroyablement bien parce qu'elle met en valeur la force de ton regard ». La deuxième phrase n'est pas un truc, c'est un reflet authentique de ce que tu as remarqué, et c'est pourquoi elle connecte. Parler avec vérité demande aussi du courage. Souvent, cela implique de ne rien dire quand tu n'as rien de réel à apporter. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, démontre plus de confiance que de remplir l'air avec des phrases vides. L'homme qui ne ressent pas le besoin d'impressionner avec des mots démontre un contrôle de lui-même, et cela attire beaucoup plus que n'importe quel compliment répétitif. Arrête de penser que les femmes tombent amoureuses des flatteries. Elles sont attirées par celui qui leur parle comme à un être humain, pas comme à un trophée. L'attraction naît
quand elles perçoivent que tu n'essaies pas de leur vendre une image, mais de partager ta perspective sans fioritures inutiles. À partir d'aujourd'hui, remets en question chaque chose que tu dis. Demande-toi si tu le dis parce que tu le ressens ou parce que tu cherches à plaire. Si c'est la deuxième option, tais-toi. Si c'est la première, dis-le avec fermeté et sans exagération. Un homme qui parle avec vérité n'a pas besoin d'orner ses paroles. Son authenticité devient sa meilleure carte de visite. 2. Écoute ce qu'elle ne dit pas. La plupart des hommes pensent qu'écouter consiste à rester silencieux pendant que l'autre personne parle. Mais ce n'est que la surface. Écouter vraiment, c'est lire ce qui n'est pas dit, remarquer les gestes, les silences, les pauses qui portent plus de sens que les mots. C'est là que naît la véritable connexion. Si tu ne prêtes attention qu'à l'évident, tu ne connaîtras jamais le monde intérieur de la femme en face de toi. Imagine qu'une femme te dise « Je vais bien », mais qu'elle baisse les yeux et joue avec ses mains. Si tu prends ces paroles au pied de la lettre, tu penseras que tout va bien et tu changeras de sujet. Si tu apprends à écouter ce qu'elle ne dit pas, tu comprendras que son langage corporel contredit ses paroles. Cette sensibilité pour remarquer ce que les autres ignorent est ce qui fait la différence entre un homme ordinaire et un homme qui se connecte vraiment. L'erreur de beaucoup est d'être tellement préoccupés par ce qu'ils vont dire ensuite qu'ils cessent d'observer. L'ego s'immisce dans la conversation. Ils sont plus préoccupés par le fait de paraître intéressant que par la compréhension de la personne en face d'eux. Cela détruit l'opportunité de créer de la confiance, car personne ne se sent valorisé lorsqu'il perçoit que l'autre attend simplement son tour pour parler. Le stoïcisme enseigne que tu dois apprendre à faire taire ton esprit pour percevoir le présent. Écouter ce qu'elle ne dit pas exige cette maîtrise intérieure. Cela signifie lâcher l'anxiété de répondre, arrêter d'essayer d'avoir la phrase parfaite et, à la place, te concentrer sur la compréhension de ce qu'elle transmet réellement. Cette pleine attention fait que l'autre personne se sent vue, et cette sensation est profondément attirante. Il ne s'agit pas de jouer à lire dans les pensées, ni d'analyser chaque geste comme si tu étais un détective. Il s'agit d'être présent et de te permettre de remarquer les détails. Parfois, le ton de la voix révèle plus que les mots. Parfois, le choix d'une seule phrase met à nu ses peurs ou ses espoirs. Écouter ce qu'elle ne dit pas, c'est s'intéresser de manière authentique à son monde, non pas pour trouver un point faible pour l'impressionner. Par exemple, si elle dit qu'elle en a assez des fêtes mais qu'elle sourit en parlant de son enfance à la campagne, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être exploré. Au lieu de répondre par un commentaire superficiel, tu pourrais dire « On dirait que tu préfères les endroits calmes au bruit des fêtes, n'est-ce pas ?» Ce genre d'observation lui montre que tu es attentif et que tu ne te contentes pas de réagir avec des réponses automatiques. L'homme qui sait écouter en profondeur dégage du calme et de la sécurité, car il montre qu'il n'a pas besoin de remplir le silence pour se sentir à l'aise. Cette attitude inspire confiance et crée un espace sûr où la femme peut se montrer telle qu'elle est. Dans un monde plein de distractions et de personnes qui parlent sans réfléchir, tomber sur quelqu'un qui écoute vraiment est presque irrésistible. Écouter ce qu'elle ne dit pas signifie aussi respecter ses pauses. N'essaie pas de la forcer à parler ni de la presser pour qu'elle te fasse confiance immédiatement. La patience est la clé pour que la connexion se développe naturellement. Celui qui s'impatiente pour obtenir des réponses rapides transmet de l'insécurité et un manque de respect pour le processus de communication. Si tu veux étonner, ne le fais pas avec de longs discours ou des histoires sur toi-même. Étonne-la avec ta capacité à comprendre ce qu'elle n'a pas dit, à remarquer les détails que les autres négligent, à poser des questions qui révèlent que tu étais attentif. C'est ce qui sépare un homme ordinaire d'un homme qui laisse une trace. 3. Sois authentique, ne suis pas de script. Rien ne tue plus rapidement l'attraction qu'un homme qui semble jouer un rôle. Souvent, sans s'en rendre compte, les hommes deviennent les acteurs de leur propre vie. Ils imitent des phrases qu'ils ont lues sur Internet, des gestes qu'ils ont vus dans un film ou des conseils de quelqu'un qui leur a promis qu'ils seraient ainsi irrésistibles. Tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de transmettre de la fausseté. Les femmes remarquent cette déconnexion instantanément
car l'énergie de quelqu'un qui prétend est toujours forcée. Être authentique ne signifie pas dire tout ce que tu penses sans filtre, ni tomber dans la grossièreté. Cela signifie avoir le courage de te montrer tel que tu es, avec tes forces et aussi avec les imperfections qui te rendent humain. Le stoïcisme enseigne que l'homme qui se connaît lui-même n'a pas besoin de se déguiser pour plaire. Il comprend que sa valeur ne dépend pas de plaire à tout le monde, mais d'être cohérent avec ce qu'il croit et ce qu'il fait. Beaucoup pensent qu'en jouant un personnage, ils dégageront plus de confiance, mais c'est le contraire qui se produit. Ils finissent par se sentir insécurisés parce qu'ils ont peur qu'on découvre qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Cette anxiété se voit dans le regard, dans les gestes et dans la façon de parler. L'authenticité, en revanche, est libératrice parce qu'il n'y a rien à cacher ni à soutenir. L'une des raisons pour lesquelles tant d'hommes échouent dans leurs relations est qu'ils suivent des règles rigides sur ce qui fonctionne avec les femmes. Ils apprennent des phrases, des stratégies et même des temps de réponse pour paraître intéressants. Cette mentalité est une erreur. Les relations humaines ne sont pas des équations prévisibles. La véritable connexion se produit lorsque tu oses laisser ta personnalité s'exprimer sans filtre. Pense-y, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Quelqu'un qui te répète une phrase répétée ou quelqu'un qui se permet de réagir de manière authentique à ce qui se passe à l'instant? Les gens se souviennent des conversations authentiques parce qu'elles ne se ressentent pas comme une performance, mais comme un véritable échange. Cette naturalité crée de la confiance, et la confiance est le sol sur lequel l'attraction grandit. Être authentique implique aussi d'accepter que tout le monde ne se connectera pas avec toi, et c'est bien. L'homme qui est désespéré de plaire à tout le monde finit par perdre son essence. Quand tu essaies d'être ce que tu crois que les autres veulent voir, tu perds l'opportunité d'attirer ceux qui apprécient ce que tu es vraiment. C'est le paradoxe. Plus tu essaies d'impressionner, moins tu deviens intéressant. Plus tu restes fidèle à toi-même, plus tu deviens magnétique pour les bonnes personnes. Un exemple clair, si tu n'aimes pas les fêtes, ne prétends pas que si juste pour paraître amusant. Si quelque chose te dérange, exprime-le avec respect au lieu de le taire pour éviter le conflit. Si tu es passionné par un sujet, parle-en avec enthousiasme, même s'il n'est pas populaire. Cette honnêteté dans ta façon d'agir et de parler transmet du caractère. Et le caractère est infiniment plus attrayant que n'importe quel script mémorisé. L'authenticité n'est pas une excuse pour l'indifférence ou le manque d'empathie. Il s'agit de montrer ta vraie voix sans la peur constante d'être jugé. Un homme authentique écoute, observe et répond à partir de sa vérité, non pas de ce qu'il pense devoir dire pour paraître intéressant. Quand tu es authentique, ta présence communique un message silencieux. Tu ne te bats pas pour l'attention, tu partages qui tu es. Cette différence est puissante, car elle élimine la tension de la conquête et la remplace par une connexion sincère. 4. Apprécie son essence, pas son apparence. La plus grande erreur que commettent beaucoup d'hommes est de réduire une femme à ce que leurs yeux voient. Un compliment sur son corps ou son visage peut la flatter pour un instant, mais ne créera jamais un lien profond. L'apparence est la première chose qui attire l'attention, mais c'est aussi la première chose qui perd de l'importance lorsque tu cherches quelque chose d'authentique. Si ton intérêt reste superficiel, la connexion devient fragile et tôt ou tard elle s'effondre. Apprécier son essence, c'est regarder au-delà de l'évident. Cela signifie s'intéresser à ce qu'elle pense, à la façon dont elle voit le monde, à ce qui la motive et donne un sens à sa vie. C'est reconnaître qu'au-delà de sa beauté externe, il y a une histoire, un caractère, des cicatrices, des rêves et des peurs qui la rendent unique. Lorsqu'une femme sent que tu la vois comme un être humain complet et non seulement comme un joli visage, c'est là que naît la véritable attraction. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à aller plus loin parce qu'ils sont habitués à chercher une gratification immédiate. Ils pensent qu'un compliment sur le physique suffit à susciter de l'intérêt, mais cela ne montre qu'ils n'ont rien d'autre à offrir. La vérité est que la plupart des femmes sont habituées à recevoir des commentaires sur leur apparence, et loin d'être impressionnées, cela les rend indifférentes. Ce qui distingue un homme n'est pas de répéter ce que tout le monde dit,
mais de remarquer ce que presque personne ne voit. Par exemple, au lieu de dire « tu as de beaux yeux », tu pourrais observer comment elle s'illumine lorsqu'elle parle de quelque chose qui la passionne et le commenter. J'aime comment tes yeux s'illuminent lorsque tu parles de ce qui compte pour toi. Ce type de commentaire va au-delà du superficiel. Il démontre de l'attention, du respect et un intérêt authentique pour ce qu'elle ressent. Le stoïcisme enseigne à se concentrer sur ce qui a une véritable valeur. Et dans les relations, la véritable valeur réside dans le caractère, pas dans l'éphémère. Si tu bases ton intérêt uniquement sur l'extérieur, tôt ou tard, tu te sentiras insatisfait, car l'apparence ne soutient pas une conversation, ne console pas dans un mauvais moment, ne partage pas de valeurs ni d'objectifs. Apprécier son essence signifie aussi respecter ses limites, reconnaître ses forces et ne pas dénigrer ses vulnérabilités. C'est comprendre que la connexion ne se construit pas à partir de la perfection, mais de l'authenticité. Ce regard profond génère un type d'attraction qui ne dépend ni de l'âge, ni de la mode, ni des changements physiques inévitables avec le temps. L'homme qui ne sait que commenter la beauté extérieure démontre une superficialité et un manque de vision. En revanche, l'homme qui reconnaît l'essence transmet une maturité, et cette maturité a un magnétisme spécial parce qu'elle n'est pas commune. Une femme se sent vraiment appréciée lorsqu'elle perçoit que sa présence compte plus que son image, lorsqu'elle sent qu'elle peut être elle-même sans avoir à impressionner. Il faut aussi le dire clairement. Apprécier son essence ne signifie pas l'idéaliser ni la mettre sur un piédestal. Cela signifie l'accepter telle qu'elle est, avec ses vertus et ses défauts, et la traiter avec respect. Ce type d'attitude crée un lien plus fort que n'importe quelle apparence, car il est basé sur quelque chose de réel, pas sur des illusions. Si tu veux te démarquer, arrête de rivaliser pour qui lance le meilleur compliment sur son physique et commence à reconnaître ce qui la rend vraiment spéciale, sa vision, son humour, sa façon de relever les défis. Lorsque tu fais cela, tu ne captes pas seulement son attention, tu suscites l'admiration. Et l'admiration est une base beaucoup plus solide pour toute relation. 5. La connexion nécessite de la patience. L'une des plus grandes erreurs des hommes aujourd'hui est de croire que l'attraction authentique se produit immédiatement, comme si quelques phrases correctes suffisaient pour conquérir quelqu'un. Cette mentalité précipitée détruit toute possibilité de construire quelque chose de réel. La connexion authentique est comme allumer un feu lent. Elle nécessite du temps, une attention constante et le bon rythme pour grandir sans s'éteindre ni brûler trop vite. Lorsque tu essaies d'accélérer le processus, tout ce que tu réussis à faire est de montrer de l'anxiété et du besoin. Deux signaux qui repoussent immédiatement. Une femme peut remarquer quand quelqu'un est désespéré pour attirer l'attention, et cette urgence transmet de l'insécurité. Le stoïcisme enseigne que les choses précieuses ne sont pas forcées. Elles sont cultivées avec calme, car le contrôle de soi est ce qui donne de la force à chaque pas. La patience ne signifie pas l'indifférence ou la passivité. Elle signifie respecter le temps nécessaire pour vraiment se connaître. C'est comprendre qu'on ne peut pas prétendre à une intimité émotionnelle après quelques conversations superficielles. Chaque lien a besoin d'espace pour se développer. Et le précipiter, c'est comme arracher une fleur avant qu'elle n'ouvre ses pétales. Tu détruis ce que tu essaies d'admirer. Beaucoup d'hommes perdent des opportunités parce qu'ils confondent l'intérêt avec l'insistance. Ils pensent que pour maintenir l'attention, ils doivent envoyer des messages constants, chercher des rencontres sans arrêt ou faire pression pour obtenir des réponses rapides. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette insistance tue le mystère et étouffe l'intérêt. La véritable attraction reste vivante lorsqu'il y a de l'espace pour respirer, lorsque le silence entre un message et l'autre crée de l'attente et non de l'anxiété. Être patient signifie aussi accepter que tout ne dépendra pas de toi. Peut-être qu'elle a besoin de temps pour faire confiance, pour s'ouvrir ou pour montrer son vrai caractère. Vouloir accélérer ce processus ne fait que montrer que tu cherches des résultats immédiats, pas une véritable connexion. La patience transmet la maturité parce qu'elle révèle que tu ne dépends pas du rythme des autres pour te sentir en sécurité.
L'homme qui maîtrise l'art de l'attente projette le calme et la confiance, deux qualités qui sont irrésistibles parce qu'elles sont rares. Dans un monde où presque tout le monde court après des réponses rapides, rencontrer quelqu'un qui ne se désespère pas est rafraîchissant et magnétique. Il ne s'agit pas de jouer à être difficile, mais de montrer que tu n'es pas gouverné par l'impatience. Imagine que tu rencontres quelqu'un qui vient de sortir d'une relation compliquée. Forcer des conversations profondes trop tôt serait contre-productif. Mais si tu respectes son temps, si tu sais quand te taire et quand être présent sans rien exiger, tu lui montres que tu es différent, quelqu'un qui sait t'accompagner sans pression. Cela crée un type de confiance qui ne peut pas être feint. La patience protège également des erreurs impulsives. Lorsque tu laisses de l'espace au processus, tu réfléchis avant d'agir, tu choisis les bons mots et tu évites des gestes inutiles qui pourraient être mal interprétés. La précipitation, en revanche, conduit à des commentaires déplacés, à des confessions précipitées et à des comportements qui génèrent ensuite des regrets. Si tu cherches vraiment une connexion authentique, commence à considérer le temps comme un allié. Ne t'attends pas à ce que chaque conversation donne des résultats immédiats, ni à ce que chaque geste soit immédiatement réciproque. Laisse les choses se dérouler, laisse de l'espace pour le silence. Apprends à apprécier le processus plutôt qu'à être obsédé par le résultat. 6. Montre ton côté humain. L'idée fausse qu'un homme doit paraître invulnérable est la raison pour laquelle beaucoup finissent par paraître distants et froids. Ce masque de dureté constante n'inspire pas le respect. Il ne fait que générer de la méfiance. Personne n'est attiré par quelqu'un qui semble ne pas avoir d'émotion. Montrer ton côté humain n'est pas une faiblesse. C'est un signe de force émotionnelle, parce que cela montre que tu n'as pas peur d'être vu tel que tu es. Le problème est que trop d'hommes confondent vulnérabilité et fragilité. Ils pensent qu'admettre qu'ils souffrent, qu'ils se soucient ou qu'ils sont préoccupés les rend moins masculins. Alors qu'en réalité, cela révèle un niveau de maturité que peu de personnes possèdent. Être capable de partager ses émotions avec équilibre, sans drame ni exagération, projette de l'authenticité et de la confiance. Le stoïcisme n'enseigne pas à réprimer les émotions, mais à les comprendre et à ne pas se laisser contrôler par elles. Montrer ton côté humain signifie reconnaître que les émotions existent, les exprimer avec sérénité et les utiliser pour se connecter. C'est pouvoir dire « cela m'a affecté, mais je travaille dessus », au lieu de prétendre que rien ne te touche. Cette honnêteté a un impact profond, car elle brise la barrière artificielle que tant de gens érigent. Beaucoup de femmes se sentent distantes des hommes qui semblent toujours tout contrôler, comme si rien ne pouvait les toucher. Ce qui crée vraiment de la proximité, c'est de voir qu'il y a aussi derrière la confiance, quelqu'un qui ressent, qui rit, qui a parfois des doutes, mais qui continue d'avancer. Cette combinaison de force et d'humanité est difficile à trouver. C'est pourquoi elle est si attrayante. Il ne s'agit pas de raconter toute ta vie ou de transformer chaque conversation en une confession. Il s'agit de choisir les bons moments pour montrer que tu as des émotions et que tu n'as pas honte d'elles. Par exemple, partager une anecdote sur un échec qui t'a appris quelque chose d'important ou parler avec sincérité de ce que tu valorises dans une relation peut être beaucoup plus puissant que d'essayer de montrer tes réussites. Montrer ton côté humain signifie aussi t'intéresser de manière authentique aux autres, pas seulement à ce qu'ils peuvent t'offrir. Quand tu poses des questions avec une véritable curiosité, quand tu écoutes attentivement, quand tu réponds avec empathie plutôt qu'avec indifférence, tu transmets que tu n'es pas enfermé dans ton propre ego. L'homme qui réussit à équilibrer fermeté et humanité projette une présence solide, mais proche. Il n'a pas besoin de démontrer sa supériorité, ni de se cacher derrière un mur de silence. Ce type d'homme se distingue parce qu'il inspire confiance et respect à la fois. Il sait quand être fort et quand être ouvert. À partir de maintenant, arrête d'imaginer que la froideur te rend plus intéressant. La véritable attraction naît lorsque tu démontres que tu es fort, mais aussi humain, et que tu n'as pas peur d'être vu tel que tu es. C'est le type de connexion que les mots ne parviennent pas à décrire, parce qu'on la ressent immédiatement. 7. Ne sois pas toujours disponible.
Rien ne réduit plus ton attrait que de donner l'impression que tu n'as pas de vie en dehors de la conversation avec elle. Être toujours disponible n'est pas un signe d'intérêt sincère, mais de dépendance émotionnelle. Et la dépendance n'est jamais attrayante. Lorsque tu sembles attendre chaque message, chaque appel, chaque moment pour apparaître, tu transmets que ton temps n'a pas de valeur. L'homme qui sait prioriser sa vie projette un type de respect qui n'a pas besoin d'explication. Ce n'est pas qu'il ignore, ce n'est pas qu'il joue à se faire désirer, c'est qu'il a des objectifs, des responsabilités, des espaces personnels et ne les sacrifie pas pour l'urgence d'attirer l'attention de quelqu'un. Cette indépendance crée un magnétisme spécial parce qu'elle montre clairement que tu ne cherches pas une validation constante. L'erreur de beaucoup est de croire que l'attention constante est une preuve d'affection, alors qu'en réalité, elle peut devenir étouffante. L'intérêt sincère n'a pas besoin de présence constante, il a besoin de qualité dans chaque interaction. Dire non à un plan ou retarder une réponse parce que tu es occupé ne te rend pas impoli, cela te rend réel. Quelqu'un qui priorise son temps et par conséquent le rend plus précieux. Le stoïcisme enseigne que le plus important que tu possèdes est ton temps et ton énergie. Les donner sans limite, juste pour plaire, est une façon de perdre le respect de toi-même. Un homme qui investit tout son espace dans quelqu'un d'autre montre qu'il n'a pas de but plus grand que de plaire, et cette attitude est l'une des plus grandes causes de désintérêt. Il ne s'agit pas d'utiliser l'absence comme manipulation, mais de vivre une vie complète qui ne tourne pas autour d'une autre personne. Consacrer du temps à ton travail, à tes passions, à ton bien-être physique et mental, te rend naturellement intéressant. Une personne qui ne parle que de ce qu'elle fait pour plaire est prévisible et manque de profondeur. Par exemple, si tu interromps constamment tes routines pour répondre à chaque message instantanément, tu projettes de l'anxiété. En revanche, si tu réponds calmement quand tu peux le faire et que tu le fais avec qualité et attention, tu démontres du contrôle et de l'équilibre. La patience avec laquelle tu gères ta disponibilité en dit beaucoup plus sur ton caractère que n'importe quelle phrase que tu pourrais dire. L'attraction grandit quand il y a de la place pour le mystère et pour que les deux puissent respirer. Être toujours présent élimine cette dynamique. L'autre personne cesse d'être curieuse parce qu'elle sait que tu seras toujours là. En revanche, lorsque tu as des limites claires, tu inspires le respect et tu maintiens l'intérêt vivant. À partir d'aujourd'hui, arrête de penser que ta présence constante est synonyme d'affection. Apprends à prendre soin de ton temps, à prioriser ce qui te construit et à offrir ton attention comme quelque chose de précieux, pas comme quelque chose qui est en surplus. C'est la différence entre poursuivre quelqu'un et devenir quelqu'un digne d'être recherché. 8. Suscite la curiosité, ne racontez pas tout. Révélez chaque détail sur vous dès le début, tue le mystère et enlève à la conversation l'excitation de la découverte. La curiosité est l'une des forces les plus puissantes de l'attraction et elle se perd lorsque vous ressentez le besoin d'expliquer tout pour impressionner ou chercher l'approbation. Celui qui laisse de la place à la découverte devient plus intéressant sans effort. La plupart des hommes font l'erreur d'utiliser les conversations comme une vitrine de leur réalisation. Ils racontent leurs histoires les plus marquantes, parlent de ce qu'ils ont, de leurs plans et expériences, pensant ainsi susciter l'admiration. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est saturer et ne laisser plus rien à explorer. L'attraction ne se construit pas avec des discours interminables, mais avec le sentiment qu'il y a encore plus à connaître. Susciter la curiosité ne signifie pas inventer des secrets ou jouer à la manipulation. Cela signifie partager ce qui est juste, naturellement, et garder pour plus tard ce qui mérite d'être raconté avec le temps. Lorsque vous parlez avec mesure, vous donnez l'opportunité à l'intérêt de grandir et à l'autre personne de vouloir continuer à découvrir qui vous êtes. Le stoïcisme enseigne à contrôler les impulsions et ici, l'impulsion que vous devez maîtriser est celle de vouloir démontrer votre valeur immédiatement. Vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un avec des mots excessifs. La véritable force réside dans le fait de savoir taire ce qui n'a pas besoin d'être dit.
Cette discipline crée une atmosphère de sécurité, car seul celui qui est en paix avec ce qu'il est peut se permettre de ne pas tout raconter. Un exemple clair. Si lors de la première conversation, vous partagez tous vos succès, vos voyages, vos problèmes et même vos plans futurs, vous enlevez à la relation l'opportunité de grandir progressivement. En revanche, si vous partagez une anecdote intéressante et laissez les autres apparaître au moment opportun, vous maintenez l'attention vive sans donner l'impression de chercher à impressionner. La curiosité naît lorsque l'on perçoit qu'il y a plus à découvrir derrière chaque mot, que vous n'utilisez pas votre histoire comme monnaie d'échange pour acheter de l'intérêt. Cela ne vous rend pas seulement plus attrayant. Cela vous protège aussi. En n'exposant pas tout immédiatement, vous vous donnez de l'espace pour observer si l'autre personne mérite vraiment d'en savoir plus sur vous. Parler moins et avec intention ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie choisir avec soin ce que vous partagez. Cette attitude démontre une intelligence émotionnelle et un type d'autocontrôle qui est rare. La curiosité que vous suscitez ne provient pas de tours de passe-passe, mais de votre capacité à maintenir un certain mystère tout en restant accessible et authentique. À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'essayer de remplir chaque silence avec des histoires sur vous-même. Apprenez à écouter davantage et à doser ce que vous partagez. L'attraction ne réside pas dans l'exposition de tout, mais dans le fait de permettre au temps de révéler chaque partie de vous, créant une histoire qui se découvre pas à pas et non en une seule conversation. 9. Parle avec assurance, pas avec ego. Le ton avec lequel tu parles en dit beaucoup plus que les mots que tu choisis. Tu peux avoir le meilleur argument, mais si tu l'exprimes avec insécurité, il perdra de sa force. Tu peux aussi avoir raison, mais si tu le dis avec arrogance, tu ne feras que susciter le rejet. La véritable attraction ne réside pas dans l'imposition de ta voix ou dans la domination de la conversation, mais dans la transmission de sérénité et de conviction dans chaque mot que tu prononces. Parler avec assurance signifie que tu as confiance en ce que tu dis, parce que tu le penses et le ressens, non pas parce que tu cherches à convaincre ou à impressionner. Cette assurance projette le calme et le caractère. Les gens le perçoivent sans que tu aies besoin de l'annoncer. Un homme sûr de lui n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre, ni d'utiliser des mots compliqués pour paraître intelligent. La force réside dans la fermeté et la clarté avec lesquelles il communique. L'ego, en revanche, est du bruit. On remarque quand quelqu'un parle pour montrer qu'il en sait plus, pour impressionner ou pour gagner la discussion. Ce type d'attitude éloigne les gens parce qu'il transmet une fragilité déguisée en fierté. Celui qui parle avec ego a tendance à interrompre, devient impatient et fait tourner tout autour de lui. L'assurance authentique se distingue parce qu'elle permet d'écouter. Elle n'a pas besoin de compétition ni ne cherche l'approbation. Le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle est la base de la véritable force. Contrôler ton langage, ton ton et ta présence en parlant est une démonstration de pouvoir interne. L'assurance n'est pas de crier « j'ai raison », c'est de pouvoir dire ce que tu penses avec respect, sans hésiter ni réagir à chaque provocation. Ce calme communique plus que tout argument long. Parler avec assurance implique aussi d'accepter quand tu ne sais pas quelque chose. Dire « je ne sais pas mais je peux le découvrir » projette plus de maturité que d'essayer d'inventer des réponses. L'honnêteté, accompagnée de sérénité, construit la crédibilité et le respect. Au contraire, l'ego se sent menacé d'admettre des limites et finit par exposer des faiblesses. Pense à quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Il parle lentement, avec des phrases claires, maintient un contact visuel et prend des pauses. Cette personne inspire confiance parce qu'elle ne dépend pas d'artifice pour avoir un impact. C'est l'énergie que tu dois cultiver si tu cherches à attirer de manière authentique, que chaque mot sonne comme la vérité et l'équilibre, pas comme la compétition. Évite les comparaisons et les phrases qui cherchent à impressionner. Si tu partages une expérience, fais-le pour apporter quelque chose, pas pour te vanter. Si tu fais un compliment, qu'il soit sincère et sans attendre rien en retour. L'assurance n'est pas dans la mise en valeur de ce que tu as, mais dans le reflet de qui tu es. À partir d'aujourd'hui, analyse ta façon de t'exprimer, baisse le ton,
Élimine les tics de langage qui révèlent le nervosité. Parle clairement et sans hâte. L'attraction ne provient pas de la force avec laquelle tu sonnes, mais de la stabilité émotionnelle que tu transmets avec ta voix. C'est la différence entre un homme qui inspire le respect et un homme qui cherche seulement à être admiré. Réveille-toi. Personne ne va te sauver de ton propre esprit, ni des excuses qui t'ont maintenu faible. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été, et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu arrêteras de perdre du temps à te battre contre l'inévitable. Le problème n'est pas le chaos que tu affrontes, mais la fragilité avec laquelle tu le regardes. Tant que tu continueras à attendre que le monde s'adapte à ton confort, tu resteras un prisonnier. Le stoïcisme n'est pas un réconfort agréable, c'est une discipline pour ceux qui en ont marre de vivre à la merci de l'extérieur. Marc Aurèle l'a compris même en étant empereur. Il pouvait gouverner un empire, mais pas le destin. Épictète est né esclave, et pourtant il a été plus libre que beaucoup d'hommes puissants, parce que personne ne pouvait dicter ce qu'il pensait, ni comment il faisait face à l'adversité. Ils ont découvert ce que nous avons presque oublié aujourd'hui. La vraie force ne s'obtient pas en dominant les autres, mais en se dominant soi-même. Nous vivons entourés d'opinions qui nous blessent, de pertes que nous n'avons pas choisies, d'émotions qui éclatent sans contrôle. On nous a fait croire que notre paix dépend de l'approbation des autres, du succès, du fait que tout se passe comme prévu. Et c'est là l'erreur. Tu ne perds pas parce que la vie est dure. Tu perds parce que tu confies ta sérénité à des choses que tu ne contrôles pas. Cette vidéo ne cherche pas à te faire sentir à l'aise, elle cherche à te réveiller. Tu n'es pas ici pour écouter de jolies phrases, mais pour comprendre que tant que tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, tu continueras à dériver, à réagir comme une victime à chaque coup. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais si tu veux une vraie liberté, tu devras la gagner de l'intérieur. Si tu cherches une sortie rapide, tu ne la trouveras pas ici. Mais si tu en as marre de dépendre de tout et de tout le monde pour être en paix, écoute. Parce que ce qui suit n'est pas de la théorie. Ce sont des armes mentales pour retrouver ta souveraineté intérieure et cesser d'être l'esclave de ce que tu ne peux pas contrôler. 1. Renforce ton esprit au réveil. Le premier ennemi que tu affrontes chaque jour n'est pas à l'extérieur, il est dans ton propre esprit. À peine ouvres-tu les yeux, le monde te demande déjà messages, tâches en attente, soucis, opinions. Si tu laisses tout cela être la première chose qui entre dans ta tête, tu as déjà perdu la bataille avant même de te lever. C'est pourquoi les stoïciens accordaient tant d'importance au moment du réveil. Ils le voyaient comme un terrain sacré, l'instant où tu décides qui gouverne ta journée, toi ou le chaos. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler que le monde pouvait être injuste, qu'il rencontrerait des personnes difficiles, que le destin ne serait pas toujours clément. Il ne le faisait pas pour se décourager, mais pour blinder son esprit dès le départ, pour sortir préparé. Pense à ceci. Si l'homme le plus puissant de l'Empire avait besoin de former son esprit au réveil, pourquoi crois-tu que tu peux commencer la journée sans le faire ? Renforcer ton esprit au réveil signifie qu'avant de toucher le téléphone, avant de regarder les réseaux sociaux, tu choisis de maîtriser ta pensée. C'est un acte de discipline et de respect de soi. Il ne s'agit pas d'avoir une routine parfaite, il s'agit d'assumer que les premières minutes de ta journée sont le moment où tu décides si tu vas réagir comme n'importe qui ou si tu vas bouger comme quelqu'un qui a un but clair. Quand tu te réveilles, assieds-toi en silence pour un instant. Demande-toi, qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas? Cette simple question est une ancre. Elle te rappelle que tu ne peux pas contrôler l'attitude des autres, ni le trafic, ni les imprévus. Mais tu peux contrôler ta réponse, ton effort et ton caractère. Cette clarté est un bouclier contre le désordre émotionnel. Le réveil est aussi le moment parfait pour visualiser les défis de la journée. Non pas comme une liste de menaces, mais comme une opportunité d'entraînement mental. Le stoïcisme enseigne que les obstacles ne sont pas des punitions, mais des épreuves pour polir le caractère. Si chaque matin tu anticipes le défi et l'acceptes à l'avance, tu réduis l'impact de la frustration et augmentes ta résistance.
Par exemple, si tu sais que tu vas affronter quelqu'un qui a tendance à te provoquer, reconnais à l'avance que cette personne agira comme toujours et décide de ne pas lui donner le contrôle sur ton humeur. C'est aussi simple que ça de commencer à être plus fort que ton environnement. Cette habitude n'est pas seulement un exercice mental, c'est un changement d'identité. C'est arrêter de se réveiller en victime et commencer à se réveiller en leader de son propre esprit. Avec le temps, tu remarqueras que ton calme ne dépend pas de si la journée apporte de bonnes ou de mauvaises nouvelles, parce que tu as déjà décidé d'être maître de ta réaction. Chaque matin est un terrain d'entraînement silencieux, un espace qui te prépare à supporter le bruit du monde sans te briser. Ne sous-estime pas cet instant. Si tu n'es pas capable de te gouverner en ouvrant les yeux, tu seras gouverné par tout ce qui vient après. Alors demain, quand tu te réveilleras, rappelle-toi que ta première tâche n'est pas de regarder l'horloge ni les notifications. C'est de renforcer ton esprit et de sortir du lit comme quelqu'un qui a déjà gagné sa première bataille. 2. Accepte ce que tu ne contrôles pas. La souffrance la plus épuisante ne vient pas de ce que tu vis, mais de la résistance à l'accepter. Nous passons notre vie à lutter contre des choses qui ne sont pas entre nos mains. Le climat qui ruine un plan, l'injustice de quelqu'un qui nous trahit, l'opinion d'autrui que nous ne pouvons pas changer, même le passage du temps qui nous vole ce que nous aimons. Nous croyons que résister est un signe de force, mais en réalité, c'est la chaîne la plus lourde que nous traînons. Les stoïciens ont compris que la véritable force ne réside pas dans le contrôle du chaos, mais dans le lâcher-prise de l'illusion que tu peux le faire. Épictète l'a bien dit. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles. Cette courte phrase désarme des siècles de souffrance inutile. Tu n'es pas détruit par la perte, mais par ton jugement sur celle-ci. Ce n'est pas la critique des autres qui te brise, mais la valeur que tu accordes à ces mots. Accepter ce que tu ne contrôles pas n'est pas se rendre ni se conformer. C'est reconnaître que ton énergie est finie et que la gaspiller en luttant contre l'inévitable ne fait que t'affaiblir. Le contrôle que tu crois avoir sur le monde est fragile. Il suffit d'un coup du sort pour te montrer combien tu es petit. L'acceptation est en réalité un acte d'orgueil inversé. C'est comprendre que tu n'es pas le centre de l'univers et que l'univers ne s'arrêtera pas pour tes caprices. Pense à combien de fois ta colère, ton anxiété ou ta tristesse se sont nourries de l'attente que quelqu'un change, que la vie soit juste ou que les choses se passent comme tu l'avais prévu. Cette lutte constante est comme frapper l'eau. Tu ne fais que te fatiguer et tu n'obtiens rien. Le stoïcien, en revanche, dirige son énergie vers la seule chose qu'il peut changer, son jugement, son attitude et sa réponse. Quand tu apprends à accepter ce que tu ne contrôles pas, tu libères de l'espace dans ton esprit. Le bruit diminue et le calme devient possible. Cela ne signifie pas que tu deviens indifférent ou passif. Cela signifie que tu choisis tes batailles. Peux-tu changer l'opinion de quelqu'un qui a déjà décidé de te détester? Non. Peux-tu contrôler la maladie qui est arrivée soudainement? Pas toujours. Peux-tu contrôler ta réaction, ta persévérance et ton courage? Oui, et c'est là que doit aller ton effort. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour se rappeler que l'univers est plus grand que ses désirs et que rien de l'extérieur ne peut lui enlever sa dignité s'il ne le permet pas. C'est l'essence de ce principe. Rien ni personne n'a accès à ton jugement sans ton autorisation. La prochaine fois que quelque chose d'inattendu se produit, un rejet, un problème familial, une perte économique, respire et pose-toi la question. Cela est-il sous mon contrôle ou non? Si la réponse est non, ton devoir est de l'accepter. Non pas en tant que victime, mais en tant que stratège qui sait où investir sa force. Cette question devient une boussole morale qui t'épargne la souffrance et préserve ta dignité intacte. Accepter ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse pratique. C'est arrêter de frapper des murs qui ne vont pas bouger et commencer à construire des chemins où tu peux avancer. C'est lâcher le poids qui ne t'appartient pas pour marcher plus léger. C'est comprendre que tu n'auras pas toujours le pouvoir de changer le cours du vent, mais que tu auras toujours le pouvoir d'ajuster tes voiles. Quand tu maîtrises ce principe, la vie cesse de se sentir comme un ennemi imprévisible.
Tu commences à voir les obstacles comme faisant partie du terrain et non comme des injustices personnelles. Tu découvres que le calme n'arrive pas quand tout va bien, mais quand tu comprends que même au milieu du désastre, tu restes maître de toi-même. 3. Révise ta journée avec honnêteté. Le monde est plein de personnes qui exigent des changements d'externe, mais n'osent jamais se regarder dans le miroir avec sincérité. Il est plus facile de blâmer le patron, le partenaire, le gouvernement ou la chance que d'admettre que souvent nous sommes nos pires saboteurs. Le stoïcisme propose une habitude qui dérange la plupart parce qu'elle dénude l'ego, l'examen quotidien de sa propre conduite. Il ne s'agit pas de se juger pour se punir, mais de regarder avec courage les failles du caractère et de les polir avant qu'elles ne deviennent des ruines. Sénèque le faisait chaque nuit. Il fermait les yeux et se demandait « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Où ai-je échoué ? Qu'aurais-je pu faire mieux ?» Ce simple acte le maintenait alerte face à ses faiblesses et lui rappelait que la vertu n'est pas une destination, mais un exercice constant. C'est le véritable entraînement, se confronter à soi-même quand personne ne regarde. Réviser ta journée avec honnêteté, c'est défier le mensonge le plus dangereux qui existe, celui que tu te racontes pour te sentir à l'aise. Le mensonge qui justifie tes accès de colère, ton manque de discipline, tes paroles blessantes ou ta paresse. Il est facile de se présenter aux autres avec la façade d'être quelqu'un de fort et de rationnel. Il est difficile d'accepter que tu as peut-être perdu ton calme pour une bêtise, que tu as cédé à une habitude que tu as promis d'abandonner, que tu as parlé plus que tu n'as écouté. L'examen quotidien n'est pas une punition, c'est l'atelier où se forge le caractère. En révisant ta journée, tu ne cherches pas à t'humilier, tu cherches à te comprendre. Si tu te trompes sur qui tu es, tu ne sauras jamais ce que tu dois corriger. L'honnêteté est le bistouri qui coupe l'illusion pour exposer la vérité. Commence cette pratique à la fin de chaque journée. Assieds-toi en silence, loin des distractions. Demande-toi sans détour, ai-je vécu aujourd'hui comme la personne que je veux devenir? Ai-je agi avec vertu quand personne ne regardait? Ai-je laissé mes émotions dominer mes décisions? Ne cherche pas des réponses agréables, cherche des réponses réelles. Tu verras des schémas qui se répètent, les mêmes déclencheurs de colère, les mêmes excuses pour procrastiner, les mêmes peurs déguisées en prudence. C'est là que commence le changement. Chaque jour te donne une opportunité de polir l'homme ou la femme que tu seras demain. Le stoïcisme enseigne que celui qui n'examine pas sa vie vit en automatique. Et une vie automatique n'est pas libre, elle est réactive. Révise tes actions non pas pour vanter tes réussites, ni pour te lamenter sur tes erreurs, mais pour ajuster le cap. C'est ainsi que les petits écarts ne deviennent pas de grandes catastrophes. Au début, tu ressentiras de la résistance. Personne n'aime affronter ses ombres. Mais plus tu le fais, plus le poids devient léger, car tu cesses de vivre avec le fardeau de l'auto-tromperie. La sérénité grandit lorsque tu sais que même si le monde est en désordre, ton esprit et ton caractère se renforcent chaque nuit avec cette pratique. L'honnêteté envers toi-même est un acte de courage silencieux. Tu ne cherches pas l'approbation ni le pardon extérieur, tu cherches la cohérence qui naît de te regarder dans le miroir sans peur. Celui qui se révise chaque jour apprend à se corriger avant que la vie ne doive le faire avec des coups plus durs. Fais de cette habitude un rituel nocturne. Termine la journée en sachant ce que tu as bien fait pour le répéter et ce que tu dois corriger demain pour t'améliorer. Cette discipline ne se remarque pas immédiatement, mais avec le temps, elle te rendra plus fort, plus serein et plus maître de toi-même. Celui qui n'a pas peur de regarder ses défauts cesse d'être prisonnier d'eux. 4. Protège ta tranquillité intérieure. La véritable force ne se mesure pas par les muscles ni par la voix la plus forte dans la pièce. Elle se mesure par le calme que tu maintiens lorsque tout autour de toi crie le chaos. Tu peux avoir de l'argent, du pouvoir ou du savoir, mais si tu perds ton calme au premier revers, tu restes fragile. Le stoïcisme enseigne que la tranquillité intérieure n'est pas un luxe, c'est un devoir. C'est le mur invisible qui te sépare d'être emporté par les tempêtes externes. Nous vivons dans un monde qui cherche à te provoquer. Les nouvelles exagèrent les problèmes pour te maintenir en alerte.
Les réseaux sociaux te submergent de comparaisons qui te volent la paix. Les gens proches déchargent parfois sur toi leur frustration. Si tu ne blindes pas ton intérieur, chaque petit stimulus sera suffisant pour te sortir de ton centre. Le calme n'est pas quelque chose qui apparaît magiquement. C'est un état qui se construit avec discipline et vigilance quotidienne. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons politiques et des pertes familiales, a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Par cela, il nous rappelait que peu importe combien l'environnement est turbulent, ce qui blesse ou renforce vraiment est ce que tu permets d'habiter en toi. Si tu laisses la colère, l'envie et la peur dominer tes pensées, peu importe ce que tu accomplis à l'extérieur, tu es déjà vaincu à l'intérieur. Protéger ta tranquillité intérieure commence par reconnaître que tout ne mérite pas ta réaction. Chaque fois que tu réponds impulsivement à une provocation, tu cèdes ton pouvoir. Tous les commentaires n'ont pas besoin d'une réponse. Toutes les offenses ne méritent pas une blessure. Tous les problèmes n'exigent pas une tempête émotionnelle. Apprendre à ignorer ce qui ne construit pas est un art qui s'entraîne. Et chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'explosion, tu renforces ce calme. Ne confonds pas le calme avec la faiblesse. Être calme ne signifie pas permettre des abus ou taire les injustices. Cela signifie agir avec clarté, pas avec une colère aveugle. La colère brouille le jugement, le calme l'aiguise. C'est le guerrier qui évalue le terrain avant de progresser, pas celui qui charge contre l'ennemi à l'aveuglette. Pour cultiver ce calme, tu dois protéger les limites de ton esprit. Commence par réduire le bruit que tu laisses entrer. Moins de nouvelles qui cherchent seulement à te faire peur. Moins de réseaux qui te comparent à des vies irréelles. Moins de conversations qui ne font qu'alimenter la plainte et le commérage. Ce que tu consommes façonne ton état intérieur. Et tu ne peux pas exiger la sérénité si tu nourris ton esprit avec le chaos. Un autre aspect clé est d'apprendre à respirer avant de réagir. Cela peut sembler simple, mais c'est une arme puissante. Lorsque tu sens qu'une émotion forte te pousse à exploser, arrête-toi, respire profondément et rappelle-toi, cela ne mérite pas le contrôle de ma paix. Ce petit rituel de pause transforme les réactions impulsives en réponses conscientes. Protéger ton calme implique également d'avoir un espace interne pour te réfugier. Cela peut être un moment bref de méditation, une promenade en solitaire, un journal où tu vides ce qui te pèse. N'attends pas que le monde devienne paisible, crée un refuge en toi que personne ne peut envahir. La tranquillité intérieure est ton plus grand acte de rébellion dans un monde qui vit en constante agitation. C'est refuser que d'autres dictent ton état émotionnel. C'est le bouclier qui te maintient ferme lorsque l'environnement cherche à te briser. Celui qui protège sa tranquillité apprend qu'il n'y a pas de provocation externe capable de lui arracher sa dignité. Il peut tout perdre sauf le contrôle de son esprit. Et tant qu'il conserve cette force silencieuse, il ne sera jamais vraiment vaincu. 5. Ressentez la douleur, pas la blessure. La douleur est inévitable, mais la souffrance qui nous consume est souvent un choix silencieux. Tôt ou tard, la vie vous arrachera quelque chose, une relation, une opportunité, la santé, un être cher. Il n'y a pas de philosophie ou de croyance qui puisse vous libérer de cette expérience. Ce que vous pouvez décider, c'est si cette douleur sera une blessure ouverte qui saigne jour après jour, ou si elle sera simplement la marque que vous avez vécue, aimée et perdue, mais que vous êtes toujours debout. Les stoïciens n'ont jamais nié la douleur. Ils ne l'ont pas déguisée en phrases positives et n'ont pas essayé de l'ignorer. Ils savaient que la douleur, affrontée avec courage, est un maître. La blessure, en revanche, est la douleur transformée en ressentiment, en auto-apitoiement, en un poison qui se nourrit du passé. C'est la différence que vous devez apprendre à reconnaître. Ressentir le coup est humain. Vivre dans la blessure est une condamnation auto-imposée. Épictète l'a expliqué simplement. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Perdre quelque chose fait mal, mais insister pour recréer la perte tous les jours revient à se planter le même couteau encore et encore. La douleur vient et s'en va, la blessure reste parce que vous la maintenez. Lorsque vous faites face à une perte ou à un choc émotionnel, permettez-vous de le ressentir.
Pleurez si nécessaire. Admettez la tristesse, la colère, la peur. Cela ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. Ce que vous ne devez pas permettre, c'est que ces émotions deviennent votre identité. Vous n'êtes pas votre blessure. Vous êtes la personne qui choisit quoi faire avec elle. Pensez à un os qui se casse. La douleur est inévitable. Mais si vous continuez à presser la fracture et à refuser de la laisser guérir, vous prolongez la souffrance. Il en va de même pour l'âme. Si vous gardez la blessure ouverte avec des pensées du type « Pourquoi moi ?» ou « Ce n'est pas juste », elle ne cessera jamais de faire mal. Le premier pas vers la guérison est d'accepter que cela s'est produit, que vous ne pouvez pas l'annuler, et que votre tâche maintenant n'est pas de réécrire le passé, mais d'apprendre à porter sa leçon. Le stoïcisme enseigne que chaque perte, chaque échec, chaque coup fait partie du destin que vous ne contrôlez pas, mais que vous pouvez décider comment l'intégrer à votre histoire. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la force. C'est regarder la cicatrice et dire « Cela ne me définit pas, mais cela m'a appris à être plus fort ». Lorsque vous ressentez de la douleur, ne fuyez pas. Si vous l'évitez, elle vous poursuivra sous d'autres formes, anxiété, colère, insomnie, vide. Affrontez-la avec la sérénité de celui qui sait qu'elle est transitoire. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette douleur pour grandir, au lieu de la laisser me couler? Chaque fois que vous parvenez à transformer un coup en leçon, la blessure perd de son pouvoir sur vous. N'oubliez pas non plus que ressentir de la douleur ne signifie pas se rendre à elle. L'accepter n'est pas la même chose que la consentir. C'est une décision consciente de ne pas lutter contre l'inévitable et de ne pas nourrir l'auto-apitoiement. La douleur est la visite qui arrive sans prévenir. La blessure est l'invité à qui vous donnez la permission de rester. Pratiquer ce principe vous libère de porter les fantômes du passé. Vous apprenez que les cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, mais des médailles silencieuses de résistance. Personne ne peut vivre sans ressentir de la douleur, mais n'importe qui peut choisir de ne pas devenir prisonnier de la blessure. Faites de cette idée une règle. Chaque fois que la vie vous frappe, autorisez la douleur, mais ne la nourrissez pas. Pleurez, respirez, acceptez, puis relevez-vous la tête haute. La blessure ne reste que si vous la maintenez. Lorsque vous cessez de la porter, vous découvrez que la douleur laisse place à la sagesse et à la tranquillité, qui ne naissent que d'avoir affronté la souffrance et d'avoir décidé de ne pas vous agenouiller devant elle. 6. Vis ce qui compte aujourd'hui. Chaque jour que tu passes à attendre le moment parfait est un jour perdu qui ne reviendra jamais. Tu te convaincs que demain il y aura plus de temps, plus d'énergie, plus de motivation. Mais demain n'existe pas. Tu n'as que cet instant et tu le gaspilles en illusion. Le stoïcisme n'est pas un culte de l'avenir ni une nostalgie du passé. C'est une philosophie qui te frappe avec la vérité. Tout ce que tu possèdes, c'est le présent. Et si tu n'apprends pas à le vivre, tu ne vivras jamais vraiment. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler que tout ce que nous aimons est éphémère, que chaque personne que nous voyons pourrait ne pas être là demain, que même la respiration que nous prenons est un prêt que l'univers peut réclamer sans préavis. Cette conscience n'était pas du pessimisme, c'était le moteur qui le poussait à valoriser chaque rencontre, chaque mot, chaque décision. Nous sommes devenus experts dans le report de l'essentiel. Nous gardons des mots sincères pour un autre jour. Nous reportons des projets qui nous passionnent. Nous évitons des conversations qui pourraient changer des relations. Tout cela parce que nous croyons qu'il y a plus de temps. Il n'y en a pas. Chaque minute que tu laisses filer est une opportunité enterrée. Vivre ce qui compte aujourd'hui ne signifie pas se lancer dans l'imprudence ni abandonner l'avenir. Cela signifie cesser de vivre en pilote automatique. Demande-toi maintenant, combien d'heures de ta journée sont consacrées à des choses qui ne te rapprochent pas de ce que tu veux être? Combien de fois dis-tu oui à des engagements qui ne font que drainer ton énergie, tout en ignorant ce qui donne vraiment un sens à ta vie? Le stoïcien sait prioriser. Il comprend que la vie est courte et fragile. Il ne se permet donc pas de la gaspiller en rancune inutile, en personnes qui ne le valorisent pas ou dans la recherche incessante de l'approbation d'autrui.
Valoriser le présent est un acte de rébellion contre la distraction constante et une déclaration de respect pour sa propre existence. Pour le pratiquer, chaque matin décide ce qui mérite ton temps et ce qui ne le mérite pas. Tu ne peux pas tout faire ni plaire à tout le monde, mais tu peux consacrer tes efforts à ce qui a vraiment du poids. Peut-être est-ce partager un moment réel avec quelqu'un que tu aimes, avancer vers un objectif personnel ou simplement te consacrer à ta paix intérieure. Cela implique aussi d'apprendre à lâcher ce qui n'ajoute rien. Arrête d'investir de l'énergie dans des disputes qui ne changeront rien, dans des lamentations qui ne rendront pas ce qui a été perdu, dans des critiques qui ne définissent pas ta valeur. La vie n'attend pas que tu finisses de te plaindre pour continuer son cours. Vivre ce qui compte aujourd'hui, c'est accepter que le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée. Chaque décision que tu prends ou que tu reportes est un vote en faveur de ce qui compte vraiment ou en faveur du gaspillage. Fais de ce principe une règle quotidienne, ne reporte pas l'essentiel. Le moment d'agir, d'aimer, d'apprendre ou de corriger n'est pas demain, c'est maintenant. Quand tu vis avec cette urgence consciente, le présent cesse de se sentir comme une étape intermédiaire et devient le théâtre où ta vie se déroule vraiment. 7. Pratique la vertu sans témoin. La véritable mesure de ton caractère ne réside pas dans ce que tu fais quand tout le monde regarde, mais dans les décisions silencieuses que tu prends quand personne n'est là pour t'applaudir. Dans un monde obsédé par la mise en scène de chaque acte de bonté, chaque sacrifice, chaque réussite sur les réseaux sociaux, la vertu silencieuse est devenue un acte presque révolutionnaire. Le stoïcisme enseigne que la vertu perd son essence lorsqu'elle est faite pour être vue. Marc Aurèle était empereur, et pourtant il écrivait pour se rappeler que le pouvoir et les louanges étaient des distractions dangereuses. Il savait que les actes valeureux n'ont pas besoin de témoins. Ce qui compte, c'est si ta conscience est en paix avec ce que tu fais, même si personne ne le reconnaît. L'approbation externe est fragile, elle change avec l'opinion du jour. Le respect de soi est la seule chose qui reste. Pratiquer la vertu sans témoin signifie que tu aides même si tu ne reçois pas de gratitude, que tu tiens ta parole même si personne ne te le demande, que tu agis avec justice même si personne ne le remarque. C'est ne pas se laisser séduire par la reconnaissance et résister à la tentation de paraître vertueux plutôt que de la vivre. Demande-toi, ce que tu fais quand personne ne te voit, est-il digne de qui tu prétends être ? Cette question est dérangeante, car elle révèle des incohérences que nous préférons ignorer. Peut-être que tu t'efforces de paraître patient en public, mais que tu exploses avec les tiens. Peut-être que tu parles de respect et de discipline, mais que tu te rends aux premières impulsions quand tu es seul. L'entraînement stoïcien ne cherche pas à produire des applaudissements, il cherche à forger la cohérence. Si tes actions changent en fonction de qui regarde, tu n'es pas maître de toi-même, tu es esclave des attentes. La véritable vertu est celle que tu pratiques même quand il n'y a pas de récompense immédiate, ni Dieu pour juger. Pour vivre ce principe, commence par des gestes simples. Sois honnête même dans les petites choses, comme ne pas profiter d'une situation simplement parce que personne ne le remarquera. Maintiens ta discipline même si personne ne te félicite. Sois gentil sans attendre qu'on te rende l'appareil. Avec le temps, tu remarqueras que la satisfaction qui provient de ton propre respect est beaucoup plus profonde que n'importe quel éloge superficiel. Rappelle-toi que le stoïcien valorise plus l'intégrité que l'apparence. Vivre de cette façon peut te faire paraître indifférent aux louanges, mais en réalité, c'est libérateur. Quand tu n'as pas besoin d'être approuvé, tu arrêtes de vivre pour plaire aux autres et tu commences à vivre pour honorer ta propre conscience. Le monde moderne confond visibilité et valeur, mais le caractère solide se forge dans l'obscurité, où seul ton jugement est témoin. Chaque choix silencieux que tu fais est une brique dans la construction de ta forteresse intérieure. Fais de cette habitude une pratique quotidienne. Demande-toi à la fin de chaque journée si tu as agi selon tes principes, même quand personne ne regardait. Si la réponse est oui, tu as vécu avec cohérence. Sinon, tu sais où travailler demain. Pratiquer la vertu sans témoin est une façon de se rappeler que l'essentiel ne s'exhibe pas, il s'incarne.
8. Fais de la difficulté ton maître. La plupart maudissent les problèmes comme s'ils étaient des punitions, mais le stoïcisme les voit comme un terrain d'entraînement. Il n'y a pas de force qui se construit dans le confort. La difficulté est le ciseau qui sculpte le caractère, le feu qui durcit le métal, la friction qui polit la pierre. Ce qui te dérange aujourd'hui est en réalité l'endroit où ton esprit peut grandir. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Cette idée rompt avec la pensée commune. Il ne s'agit pas d'attendre que les obstacles disparaissent, mais de les utiliser comme des marches. Chaque problème auquel tu fais face peut être une plainte de plus sur ta liste ou une leçon qui te rend plus résistant. Tu décides. Rappelle-toi, les moments qui t'ont le plus marqué n'étaient pas les plus faciles, mais ceux qui t'ont poussé à la limite. Le rejet qui t'a obligé à t'améliorer, l'échec qui t'a appris l'humilité, la perte qui t'a fait apprécier ce qui compte vraiment. Chaque coup qui semblait te détruire était en réalité un maître sévère qui te montrait de quoi tu es fait. L'erreur est de résister à l'apprentissage que la douleur apporte. Nous nous concentrons tellement sur le dommage que nous oublions de regarder la leçon. Le stoïcien ne se pose pas de questions inutiles comme « Pourquoi moi ?» Mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Cette simple différence de perspective transforme l'adversité en un entraînement précieux. Adopter cette mentalité ne signifie pas nier la souffrance. Accepte que ça fait mal, mais ne reste pas coincé dans la douleur. Demande-toi quelle compétence, quelle patience, quelle force tu peux développer grâce à ce que tu affrontes maintenant. Chaque fois que tu parviens à rester calme au milieu du chaos, tu affines ton tempérament. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu renforces ta volonté. Imagine que tu es un soldat qui s'entraîne sous la pluie, le froid et la boue. Si tu renies les conditions, tu ne t'améliores pas. Si tu comprends qu'elles font partie de ta préparation, tu reviens plus fort. C'est ainsi que fonctionne la vie. Il ne s'agit pas d'éviter les épreuves, mais de les affronter avec la certitude que chacune a un but, même si tu ne le vois pas immédiatement. Pour pratiquer ce principe, commence à noter les défis que tu as relevés dans la journée et écris ce qu'ils t'ont apporté. Cela peut être aussi simple que la patience que tu as gagnée dans une longue file d'attente ou l'autocontrôle que tu as exercé en retenant une réponse impulsive. Reconnaître l'apprentissage transforme chaque obstacle en une petite victoire. Quand tu décides que la difficulté est ton maître, tu arrêtes de craindre le changement, la perte, l'échec. Tu comprends que tout ce qui te dérange peut aussi te renforcer. La vie cesse d'être un champ de bataille injuste et devient une salle de sport où tu entraînes ton âme. Fais de cette habitude une attitude permanente. Chaque fois que quelque chose se met en travers de ton chemin, au lieu de demander « Pourquoi ?», dis « Pourquoi ?». Cette question ouvre la porte à la résilience et ferme l'entrée à la victimisation. Ainsi, tu transformes le poids de l'obstacle en l'élan qui t'élève. 9. Souviens-toi de la mort, priorise l'essentiel. Le rappel le plus inconfortable et en même temps le plus libérateur du stoïcisme est le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une pensée sombre pour te déprimer, c'est un appel brutal à la lucidité. Nous nous comportons comme si le temps était infini, comme si nous pouvions continuer à repousser des conversations importantes, des rêves en suspens, des actes d'amour ou des réconciliations. Mais la vérité est que chaque jour qui passe est un jour de moins, et prétendre que ce n'est pas le cas ne fait que nous le faire gaspiller. Marc Aurèle écrivait sur la brièveté de la vie pour ne pas oublier que demain n'est jamais garanti. Cette conscience le gardait humble, concentré et présent. Épictète le comprenait de la même manière. La mort n'est pas une tragédie, c'est un fait inévitable qui nous rappelle combien il est urgent de vivre avec un but. Le problème est que nous évitons de penser à la mort parce qu'elle nous dérange. Nous nous distrayons avec des futilités, nous donnons de l'importance à des discussions absurdes, nous nourrissons des ressentiments comme si nous étions éternels. Quand quelqu'un de proche meurt, c'est alors que la réalité nous frappe. Tout aurait pu se terminer hier, et pourtant nous choisissons de vivre comme si ce n'était pas le cas. Se souvenir de la mort est un acte de clarté, pas de peur. Chaque fois que tu sens que tu perds du temps dans des choses qui ne comptent pas, rappelle-toi,
Je ne serai pas ici pour toujours. Cette phrase, loin de te couler, te réveille. Elle te force à lâcher ce qui n'a pas d'importance, la rancœur que tu portes depuis des années, les opinions des autres qui ne cesseront jamais de changer, la course inutile pour paraître devant les autres. Pratiquer le memento mori ne signifie pas vivre dans l'anxiété en pensant à la fin. Cela signifie utiliser la connaissance de notre finitude comme une boussole pour décider ce qui mérite notre attention. Est-ce vraiment la peine de se disputer pour des futilités ? A-t-il un sens de sacrifier la paix intérieure pour poursuivre des choses qui ne nous remplissent pas? Quel mot en suspens ne devrais-tu plus garder? Le stoïcien qui se souvient de la mort ne gaspille pas son temps dans ce qui ne transcende pas. Il consacre son énergie à cultiver des relations authentiques, à agir avec intégrité, à apprendre, à servir, à prendre soin de son esprit et de son caractère. Chaque jour vécu avec cette conscience se sent plus complet parce que tu sais qu'il est unique. Pour appliquer ce principe, crée une habitude simple. Chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, pense à la fragilité du temps. Non pas comme un fardeau, mais comme une motivation pour prioriser ce qui compte vraiment pour toi. Utilise cette idée pour dire ce que tu repousses, pardonner ce qui fait mal et poursuivre ce qui te donne un sens. Le memento mori n'est pas une ombre qui te poursuit. C'est un phare qui éclaire le chemin vers l'essentiel. Quand tu vis avec cette certitude, les problèmes perdent leur dramatisme, les priorités se clarifient et ton présent prend une valeur que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Ce souvenir de la mort ne te retire pas la vie. Elle te la rend entière, concentrée sur ce qui compte vraiment. Arrête de te mentir. Si quelqu'un ne te supporte pas, tu le remarqueras même s'il ne te le dit pas. Tu n'as pas besoin qu'on te l'avoue pour le voir. On le ressent dans les réponses sèches, dans les regards fuyants, dans le silence qui refroidit la conversation, dans ce rire qui n'arrive jamais lorsque tu tentes de faire un commentaire léger. Le corps parle avant les mots, et si tu continues à ignorer ces signaux, tu finis simplement par te humilier toi-même. Le problème n'est pas que quelqu'un ne te veuille pas à ses côtés. Le véritable problème est que tu insistes pour rester là où tu n'es plus le bienvenu. On nous a éduqués à croire qu'avec de la patience, de l'effort et de la sympathie, nous pouvons gagner tout le monde. C'est un mensonge. Tout le monde ne va pas t'accepter, et c'est bien ainsi. Ce qui n'est pas bien, c'est de t'épuiser à essayer de forcer ce qui ne dépend pas de toi. Le stoïcisme enseigne à lâcher le désir de plaire. Tu n'es pas dans cette vie pour convaincre quelqu'un que tu mérites son temps ou son rire. Si quelqu'un t'exclut, ne rit pas de tes blagues ou évite ton regard, ce n'est pas ta tâche de changer sa perception. Ta tâche est de te retirer calmement, de protéger ta paix et d'utiliser cette énergie dans des endroits où tu es vraiment apprécié. Ce n'est pas un message de rancœur ou de revanche. C'est un rappel pour que tu ouvres les yeux et acceptes la réalité. Continuer à mendier l'approbation, c'est perdre le respect de toi-même. Ne te rabaisse pas à supplier des sourires ou à justifier des indifférences. Apprends à reconnaître les signaux et à lâcher prise sans drame. C'est là le véritable autocontrôle et c'est la voie stoïcienne. 1. Lisse les signes que les autres taisent. Les gens disent rarement à voix haute « tu ne me plais pas ». Tu ne l'entendras pas directement, mais leur langage corporel et leurs attitudes le crient tous les jours. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup préfèrent l'ignorer parce que accepter la vérité est inconfortable. Ils s'accrochent à une illusion. Peut-être que c'est moi qui exagère, peut-être qu'il est occupé. Et ainsi passent des mois, voire des années, à essayer de convaincre l'autre et eux-mêmes qu'il n'y a pas de problème. Cette auto-tromperie est un gaspillage inutile. Pense à ceci. Lorsque tu entres dans une pièce et que tu remarques que quelqu'un baisse les yeux, croise les bras ou répond par monosyllabe, ce ne sont pas des gestes isolés, ce sont des indices. Le corps réagit avant l'esprit. Les yeux évitent le contact parce qu'il n'y a pas d'intérêt, les épaules se tendent parce que ta présence est gênante, les réponses deviennent mécaniques parce qu'il n'y a pas de désir de connexion. La vie laisse toujours des miettes de vérité pour celui qui veut les voir, mais tu as besoin de courage pour les lire, sans inventer d'excuses. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépenser d'énergie sur ce qui ne dépend pas de toi.
Reconnaître les signes ne signifie pas devenir un juge impitoyable, mais accepter les faits. Tout le monde ne t'accueillera pas à bras ouverts, et cela ne définit pas ta valeur. Ce qui te définit, c'est ta capacité à remarquer ces signes et à décider que tu ne vas pas insister là où il n'y a clairement pas de place pour toi. Protéger ton énergie est un choix conscient, pas une réaction impulsive. Beaucoup souffrent parce qu'ils cherchent des mots gentils là où il n'y a que de la froideur. Ils pensent que s'ils rendent plus de service, s'ils sourient plus ou s'ils sont plus compréhensifs, l'autre changera. Mais il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit d'ouvrir les yeux. Parfois, l'indifférence n'est pas un puzzle à résoudre, mais un message direct. Ils ne veulent pas de ta compagnie. Le comprendre à temps, c'est épargner des années de déception. Imagine que tu es devant une porte. Tu frappes, tu appelles, tu attends, et personne n'ouvre. Le bruit du silence est déjà une réponse. Insister ne fait que user les jointures et le cœur. C'est ainsi que fonctionnent les relations où ils ne veulent pas de toi. Peu importe combien tu frappes, personne ne veut te laisser entrer. La dignité est de te retirer et de chercher une autre porte qui s'ouvrira. La clé est de lire l'invisible, les silences prolongés, les rires qui s'éteignent quand tu parles, la façon dont ils changent de sujet ou regardent l'horloge pendant que tu leur racontes quelque chose. Ne ignore pas ces signes. Ne le prends pas comme une insulte personnelle, considère-le comme une information précieuse pour préserver ton temps et ta tranquillité d'esprit. Un stoïcien ne supplie pas pour de l'attention, ni ne cherche à forcer la sympathie. Il observe, comprend, et décide de se retirer quand il n'y a pas de réciprocité. Apprendre à lire ce qui n'est pas dit est un acte de maturité, d'auto-soin et de respect de soi. Celui qui maîtrise cet art ne se perd pas dans les fantasmes, ne reste pas coincé dans le doute et ne vit pas en se demandant pourquoi il n'est pas accepté. Il sait reconnaître le message silencieux et agir avec calme. C'est la première étape pour arrêter de te gaspiller dans des endroits qui ne te valoriseront jamais. 2. N'excusez pas le désintérêt d'autrui. L'erreur la plus courante lorsque quelqu'un montre du désintérêt est de le justifier. Il est presque instinctif de chercher des excuses pour expliquer le comportement froid des autres. Il a sûrement passé une mauvaise journée, il est distrait, c'est son caractère. Nous nous accrochons à ces explications parce qu'elles font moins mal que d'accepter la vérité. Mais chaque excuse est un bandeau de plus sur les yeux, et plus vous mettez de bandages, plus vous mettez de temps à voir l'évidence. Vous ne lui importez tout simplement pas autant que vous le pensez. Lorsque vous justifiez le désintérêt d'autrui, vous vous placez dans une position d'infériorité. Vous commencez à négocier votre dignité pour maintenir un lien qui est déjà brisé. C'est comme insister pour arroser une plante sèche en pensant qu'elle fleurira. L'eau de votre énergie est gaspillée sur un sol stérile. Le stoïcisme nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voudrions qu'elles soient. Prétendre que l'indifférence est autre chose ne fait que prolonger la souffrance. Ne confondez pas l'empathie avec l'auto-tromperie. Être empathique signifie comprendre que chaque personne a ses propres batailles internes. Mais cela n'implique pas de tolérer un traitement froid et constant. Nous avons tous des jours difficiles. C'est vrai, mais lorsque le désintérêt devient un modèle, ce n'est pas de la fatigue ou du stress, c'est un choix. Quelqu'un qui ne vous apprécie pas laisse des indices. Il cesse de répondre avec enthousiasme. Il ignore vos messages. Il évite de vous inclure dans ses plans. Il change de sujet lorsque vous parlez de quelque chose d'important pour vous. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des choix qui révèlent son manque d'appréciation. Le piège est de croire que si vous supportez un peu plus, si vous comprenez un peu plus, si vous justifiez un peu plus, les choses reviendront comme avant. Elles ne reviendront pas. En justifiant, vous cédez le pouvoir à l'autre. C'est comme donner les clés de votre paix intérieure et espérer qu'il les utilise en votre faveur. Ce qui se passe généralement, c'est le contraire. Cette personne s'habitue à votre tolérance infinie et son désintérêt grandit parce qu'elle sait que vous ne fixerez pas de limites. Rappelez-vous que accepter n'est pas la même chose que se résigner. Accepter, c'est regarder la situation avec honnêteté. Cette personne ne montre plus d'intérêt pour moi et c'est bien, je ne peux pas la forcer. Se résigner, c'est rester là, à supporter des miettes d'attention.
Le stoïcisme nous invite à vivre selon la réalité. Et la réalité est que vous n'avez pas le contrôle sur les sentiments des autres. La seule chose que vous pouvez contrôler est votre réaction à ces sentiments. Pensez à un miroir embué. Vous pouvez dessiner des sourires dessus, mais dès qu'il est nettoyé, ces marques disparaissent parce qu'elles ne faisaient pas partie du reflet. Ainsi sont les excuses que vous inventez pour les autres, des illusions temporaires qui disparaissent dès que la vérité se fait jour. Et la vérité finit toujours par se faire jour. Lorsque quelqu'un vous montre du désintérêt, ne le contredisez pas avec des mots ou des efforts désespérés pour attirer son attention. Contredisez-le par votre absence. Retirez-vous avec sérénité. C'est la plus grande marque de respect pour vous-même. Vous n'avez pas à devenir un bourreau ou un martyr, juste quelqu'un qui comprend quand arrêter d'investir son énergie. Le véritable autocontrôle ne réside pas dans le fait de supporter l'insupportable, mais dans le fait de savoir quand vous retirer à temps. Un cœur discipliné est celui qui sait à qui s'ouvrir et à qui se fermer, sans rancune, mais aussi sans permettre des abus silencieux. N'excusez pas ce qui blesse votre dignité. Reconnaître que le désintérêt de l'autre n'est pas de votre faute vous libère du fardeau d'essayer de sauver une relation que l'autre a déjà laissé tomber. Le stoïcien ne cherche pas de coupable et ne dramatise pas. Il observe simplement, accepte et agit. Car continuer à inventer des excuses pour justifier le désintérêt d'autrui, c'est donner votre paix mentale à quelqu'un qui ne veut même pas la recevoir. 3. Termine les discussions avec des réponses froides. Rien ne révèle plus le désintérêt qu'une réponse froide. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te crie qu'il ne se soucie pas de toi. Un simple « ah bon », un « ok » ou un « oui » sec, répété encore et encore, suffit à montrer que la conversation est un fardeau pour cette personne. La plupart des gens le remarquent, mais s'accrochent à l'illusion que peut-être elle est distraite, que peut-être c'est sa façon d'être. Non. La façon dont quelqu'un te répond en dit beaucoup plus que tu ne le penses. Si ces mots manquent constamment de chaleur, c'est le signe que tu as besoin. L'erreur est de continuer à insister, de poser plus de questions, de chercher de nouveaux sujets pour raviver une conversation qui est déjà mortenée. Cela ne fait qu'agrandir le vide, car celui qui ne veut pas discuter avec toi n'attend pas le bon sujet. Il attend que tu te fatigues et te taises. Le plus sage est de s'arrêter. Une conversation ne se maintient pas avec un seul côté qui pousse. Le stoïcisme enseigne à protéger l'énergie émotionnelle, et rien ne l'épuise, autant que de parler à quelqu'un qui répond sans intérêt. Ne confonds pas la courtoisie avec l'obligation. Tu n'es pas obligé de rester dans un dialogue qui te fatigue. Tu ne devrais pas non plus le voir comme une guerre d'ego. Il s'agit simplement de reconnaître qu'il n'y a pas de réciprocité et que ton temps est trop précieux pour le gaspiller sur un mur de glace. Pense à une rivière qui coule et rencontre un énorme rocher bloquant son passage. Elle ne reste pas à frapper la pierre pour se frayer un chemin. Elle glisse autour et continue son cours. C'est ce que tu dois faire lorsque tu rencontres des réponses froides. Ne continue pas à frapper l'obstacle avec des mots. Coule là où la conversation est naturelle et réciproque. Beaucoup de gens se prennent au jeu de gagner celui qui se montre distant. Ils pensent que s'ils insistent un peu plus, s'ils trouvent le commentaire parfait ou le moment opportun, ils briseront la glace. Mais ils ne comprennent pas que la glace n'est pas là par accident. Elle est là parce que la personne veut garder ses distances. Et si tu insistes, non seulement tu ne fais pas fondre la glace, mais tu finis par te congeler toi-même. Mettre fin à une conversation ne signifie pas être grossier ou vindicatif. Cela signifie apprendre à ne pas forcer ce qui ne naît pas naturellement. C'est répondre avec la même brièveté lorsque tu détectes de la froideur. Ce n'est pas par rancune, mais par équilibre. Si l'autre n'ouvre pas d'espace pour une conversation authentique, tu n'as pas à le remplir avec un effort unilatéral. La clé est de reconnaître le modèle, des réponses courtes, évasives, qui ne renvoient pas de questions, qui ne cherchent pas à te connaître ni à approfondir. Lorsque tu te retrouves à répéter des questions juste pour que le dialogue ne meure pas, arrête-toi. Tu n'es pas en train de converser, tu implores de l'attention. Un stoïcien n'implore pas. Rappelle-toi, ta valeur ne dépend pas du nombre de mots que tu peux obtenir de quelqu'un.
Elle dépend de ta capacité à ne pas perdre ta dignité face au désintérêt. Lorsque tu apprends à mettre fin à des conversations froides, tu récupères du temps, de l'énergie et de la tranquillité. La vie est pleine de personnes avec qui le dialogue coule comme une rivière, où les mots construisent des ponts plutôt que des murs. Mais pour trouver ces personnes, tu dois d'abord arrêter de frapper les rochers qui ne veulent pas bouger. Choisis des conversations qui te nourrissent, pas celles qui te drainent. Parce qu'insister sur un dialogue unilatéral, c'est comme crier dans un puits vide. Il ne te renvoie que l'écho de ta propre voix, et l'écho ne serre pas dans ses bras ni n'accompagne. 4. Ne cherche pas de connexion dans des regards fuyants. Les yeux mentent rarement. Tu peux t'entraîner à contrôler le ton de ta voix, ton sourire et même tes mots. Mais le regard révèle toujours ce que le cœur essaie de cacher. Quand quelqu'un ne te supporte pas, tu le remarques d'abord dans ses yeux. Ils évitent les tiens, regardent le sol, de côté, le téléphone, partout, sauf toi. C'est un rejet silencieux, mais aussi clair qu'une porte qui se ferme lentement. Beaucoup de gens ignorent ces signes parce qu'il est plus confortable d'inventer des excuses. Ils se disent « il est timide, c'est sa façon d'être, il est distrait ». Cependant, le langage visuel est l'un des plus sincères. Le contact visuel est une invitation invisible à se connecter. Lorsqu'il n'est pas présent, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt à tendre un pont. Continuer à chercher de la proximité dans ses yeux fuyants, c'est comme essayer de se réchauffer avec un feu éteint. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons regarder la réalité avec objectivité, sans fioriture ni fantasme. Prétendre que la froideur du regard ne signifie rien, c'est se mentir à soi-même. Il n'est pas nécessaire de faire une analyse exhaustive. Si les yeux évitent la rencontre, si chaque tentative de croiser les regards se termine en évasion, tu as déjà une réponse. L'accepter n'est pas se rendre, c'est mûrir. Pense à cela. Quand quelqu'un t'apprécie, son regard est direct, stable, sans nervosité ni fuite. Il transmet l'ouverture. En revanche, un regard fuyant, répétitif et constant indique que ta présence dérange ou est sans importance pour l'autre. Et peu importe combien tu es gentil, tu ne peux forcer personne à te regarder avec intérêt ou respect. L'erreur est d'insister pour chercher des signes d'affection là où il n'y a que de l'évasion. Certaines personnes essaient de gagner ce regard, en forçant des sourires, en posant des questions, en se penchant vers l'autre à la recherche d'attention. Mais tout effort est inutile si l'autre partie a déjà décidé de ne pas se connecter avec toi. C'est comme arroser du ciment en espérant qu'une fleur pousse. Ne cherche pas de validation dans les yeux de celui qui ne veut pas te voir. La validation que tu cherches doit naître en toi. C'est là que la discipline stoïcienne entre en jeu. La valeur de ta présence ne dépend pas du nombre de fois que quelqu'un te regarde, mais de ta propre capacité à rester ferme même si les autres l'évitent. Apprendre à détecter cette esquive et à agir en conséquence est une forme d'auto-soin. Cela signifie que tu ne vas pas rester à attendre que les autres changent leur perception de toi. Tu te retires calmement, sans ressentiment, sans explication dramatique. C'est un acte de force. Imagine que tu entres dans une pièce avec une lumière tamisée. Si quelqu'un lève les yeux pour te trouver, c'est un signe de curiosité, de reconnaissance. Mais si tout le monde évite ton regard, ce n'est pas une erreur d'éclairage, c'est le reflet de leur désintérêt. Ne perds pas ton temps à essayer d'allumer une lumière là où ils ne veulent pas te voir. Un stoïcien ne supplie pas pour un contact visuel et n'interprète pas l'esquive comme un défi à relever. Il observe le fait, l'accepte et décide qui regarder en retour. Il choisit de se lier à ceux qui rendent le regard, pas à ceux qui le cachent. Ce choix te libère de mendier de l'attention et te permet d'investir ton énergie dans des liens authentiques. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un regard. C'est là que se cache la vérité que beaucoup taisent. Savoir la reconnaître et ne pas insister là où tu n'es pas reçu est l'une des leçons les plus libératrices que tu peux apprendre. Parce que tu n'as pas besoin des yeux de personne pour confirmer ta valeur, mais tu as besoin du courage de t'éloigner de ceux qui ne veulent pas te voir. 5. L'absence de rire révèle une distance. Peu de choses trahissent autant l'intérêt véritable d'une personne que son rire. Le rire est spontané. Il naît sans effort lorsqu'il y a connexion et confort.
On ne peut pas le feindre longtemps, soit il surgit naturellement, soit il n'apparaît pas du tout. C'est pourquoi, lorsque tu remarques que quelqu'un cesse de rire à tes blagues, qu'il esquisse à peine un sourire forcé ou que son visage reste sérieux alors que les autres s'amusent avec toi, ne le prends pas à la légère. L'absence de rire est un signe silencieux que quelque chose a changé. Il n'apprécie plus ta présence ou il ne l'a jamais appréciée. Beaucoup préfèrent le justifier. Peut-être n'a-t-il pas le sens de l'humour, il est de mauvaise humeur aujourd'hui, il n'a pas compris la blague. Mais ce n'est pas un hasard si ce manque de rire se répète seulement avec toi. Le rire est un pont invisible qui unit les gens. Quand il disparaît, le sentiment de proximité est rompu. Et s'il est rompu, c'est parce que la connexion n'est plus là. Ignorer ce signe ne fait que prolonger l'auto-tromperie et l'épuisement émotionnel. Le stoïcisme enseigne à regarder les faits sans fioriture. Il ne s'agit pas de dramatiser ni de transformer l'absence d'un éclat de rire en une offense personnelle, mais de reconnaître ce qu'elle signifie. Désintérêt, distance émotionnelle, barrière que tu ne peux plus franchir avec sympathie. Le rire n'est pas seulement un son, c'est le reflet de l'ouverture émotionnelle. S'il n'apparaît pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouverture envers toi. Insister pour chercher une réaction joyeuse chez quelqu'un qui ne veut plus te la donner est une forme d'humiliation silencieuse. Tu essaies de plaire avec des commentaires légers, de l'humour, des idées originales, et tu ne reçois qu'un geste plat, presque impatient. À ce moment-là, tu ne t'en rends pas compte. Mais à chaque tentative ratée, tu te dépouilles un peu de ta dignité. Tu n'as pas besoin de prouver à quiconque que tu es drôle, ni de t'efforcer d'arracher des sourires à celui qui ne veut pas les offrir. Pense au rire comme à un miroir. Quand quelqu'un rit avec toi, il reflète qu'il apprécie ta compagnie, qu'il partage un rythme interne avec toi. Quand il n'y a pas de rire, le miroir est brisé. Tu peux faire les mêmes gestes, raconter les mêmes blagues, mais le reflet ne revient plus. L'accepter est difficile, mais beaucoup plus sage que d'insister. La clé est d'apprendre à observer sans prendre tout comme une attaque. L'absence de rire ne signifie pas que tu es moins précieux ou moins intéressant. Elle indique simplement qu'avec cette personne, il n'y a pas de connexion. L'erreur est de vouloir forcer cette connexion, de devenir un bouffon involontaire qui cherche une validation dans les sourires des autres. Un stoïcien comprend que la joie partagée ne s'exige pas, elle se donne naturellement. Si elle ne surgit pas, on ne la force pas. Savoir se retirer quand le rire disparaît, c'est protéger ton estime de soi et ton énergie émotionnelle. Ce n'est pas du ressentiment, c'est de l'auto-soin. Imagine un feu qui brûle avec force parce que deux personnes l'alimentent avec du bois. Si l'une cesse d'apporter du combustible, le feu s'éteint inévitablement, peu importe combien l'autre essaie de le maintenir en vie. Il en va de même pour le rire, tu ne peux pas le maintenir allumé tout seul. Le véritable respect de soi consiste à cesser de chercher des rires là où il n'y a que du silence. Il y a des gens qui trouveront de l'humour dans tes paroles sans que tu fasses le moindre effort, parce que le lien est authentique. Dirige ton attention vers eux. L'absence de rire n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Elle te dit où il ne vaut plus la peine d'investir ton énergie. Un stoïcien écoute cet avertissement et se retire sans culpabilité ni ressentiment, comprenant que ce n'est pas de lui qu'il s'agit, mais de la nature même des relations humaines. Tous les liens ne sont pas destinés à rester allumés. 6. Éloigne-toi des endroits où ta voix n'a pas d'importance. Il y a des endroits où ta voix n'est qu'un bruit de fond, où tu parles et personne n'écoute, où chaque mot que tu prononces rebondit contre un mur d'indifférence. Ce n'est pas que tu ne parles pas assez ou que tu n'as rien de précieux à dire. Simplement, ces personnes ne sont pas intéressées à t'écouter. Rester là, essayer d'être entendu, c'est comme continuer à chanter sur une scène vide. Ta voix s'use, mais personne n'applaudit. L'erreur de beaucoup est de rester convaincus qu'avec plus de patience, ils provoqueront un changement. Ils pensent que s'ils expliquent mieux leurs idées, s'ils élèvent la voix ou s'ils cèdent un peu plus, ils seront enfin pris en compte. Tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de s'épuiser émotionnellement, car le problème n'a jamais été leur message, mais le mauvais public.
Le stoïcisme enseigne à distinguer où il vaut la peine d'investir de l'énergie et où il faut la retirer sans remords. Tu n'es pas obligé de convaincre ceux qui ont décidé de t'ignorer. La dignité commence quand tu comprends que ta voix a de la valeur et qu'elle ne mérite pas d'être gaspillée sur des oreilles fermées. T'éloigner de ces endroits n'est pas une défaite, c'est de la clarté. Pense-y comme un écho dans une vallée vide. Tu peux crier de toutes tes forces, mais tu n'entendras que ta propre voix en retour. C'est ce que c'est que d'essayer de dialoguer avec ceux qui ne te considèrent pas. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de crier plus fort, mais de reconnaître que cette vallée ne rendra jamais de vraies réponses. Beaucoup s'accrochent à des espaces où leur opinion n'a pas de poids par peur d'être seul ou par désir d'appartenir. Mais appartenir au détriment de ta voix est un prix trop élevé. Quand tu acceptes que tu n'as pas d'importance à certaines tables, tu commences à chercher celles où ta présence a du poids. Cela ne change pas seulement l'environnement, cela change aussi ton estime de soi. Le problème de continuer à parler là où tu n'es pas écouté, c'est que peu à peu, tu commences à croire que tes mots ne valent rien. C'est le piège le plus dangereux, permettre à l'indifférence des autres de déformer ta perception de toi-même. La vérité est que ta voix a toujours de la valeur, elle est simplement mal dirigée. La clé est de reconnaître les signes. On t'interrompt constamment, on ignore tes propositions, on réagit avec silence ou dédain, on change de sujet quand tu parles. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise explicitement. Leurs actes le crient déjà, n'insiste pas. Chaque minute que tu investis là est du temps que tu pourrais consacrer à construire des relations, où ta voix inspire, motive ou génère du respect. S'éloigner de ces environnements ne signifie pas fuir ou se rendre, mais prioriser ton énergie. La paix intérieure dépend en grande partie de savoir où se taire et où parler. Un stoïcien ne gaspille pas sa voix à convaincre ceux qui ont décidé de ne pas écouter. Il préfère le silence digne à la lutte inutile. Rappelle-toi que le respect de soi commence par reconnaître ta propre valeur. Si tu restes dans des endroits où ta voix n'a pas d'importance, tu finis par perdre plus que des mots. Tu perds de la force, de la confiance et du temps. En revanche, en t'éloignant, tu retrouves ta voix et la diriges vers ceux qui sont prêts à la recevoir. Le vrai courage n'est pas de résister au milieu du mépris, mais de se lever et de sortir la tête haute. La vie offre toujours de nouveaux espaces où ta voix peut être entendue, mais tu dois d'abord te libérer des endroits où tu n'es que du bruit. T'éloigner des endroits où tu n'es pas valorisé est la première étape pour commencer à parler avec impact. 7. Protège ton énergie des indifférents. Il y a des gens qui ne te blessent pas avec des insultes ou des cris, mais avec quelque chose de beaucoup plus silencieux, l'indifférence. C'est une usure invisible qui s'accumule petit à petit. Tu ne le remarques pas au début, mais chaque geste froid, chaque silence prolongé, chaque regard qui ne s'arrête pas sur toi te vole de l'énergie. Tu finis épuisé, non pas à cause de ce qu'on t'a dit, mais à cause de tout ce qu'on ne t'a jamais dit et qui a quand même pesé. Protéger ton énergie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vivre en attendant l'approbation des autres ou en essayant de plaire à ceux qui ont déjà décidé de t'ignorer, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres qui ne sont même pas à toi. Tu le traînes tous les jours. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable liberté commence lorsque tu décides quelles charges porter et lesquelles laisser sur le chemin. L'indifférence des autres ne devrait pas définir comment tu te sens par rapport à toi-même. Pourtant, beaucoup tombent dans le piège de chercher à gagner l'intérêt de ceux qui n'ont pas l'intention de l'offrir. Ils changent leur comportement, leur ton de voix, leurs gestes, tout pour obtenir un minimum de signes d'attention. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cet effort ne fait que drainer leur énergie et ne change jamais le résultat. Les indifférents continueront à l'être. La clé est d'arrêter de lutter pour des espaces où tu n'es pas le bienvenu. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit que tu mérites son temps ou son regard. Celui qui apprécie ta présence n'a pas besoin que tu le lui prouves. L'indifférence des autres n'est pas un défi à relever. C'est un avertissement pour que tu te retires. Pense à ton énergie comme une flamme qui te maintient en vie et claire. Chaque fois que tu t'exposes à quelqu'un qui répond avec froideur, qui minimise tes mots
ou qui t'ignore délibérément, cette flamme perd de sa force. Si tu restes là, elle finira par s'éteindre. Non pas par manque de lumière propre, mais par insistance à éclairer des espaces où ils ne veulent pas te voir briller. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous devons prendre soin de ce qui dépend de nous, et ton énergie émotionnelle dépend de toi. Apprendre à dire « jusqu'ici » sans culpabilité ni ressentiment est l'une des plus grandes formes de respect de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Beaucoup confondent la protection de leur énergie avec la construction de murs et l'isolement, mais il ne s'agit pas de fuir tout le monde, mais de choisir avec soin qui tu laisses t'approcher. Entoure-toi de ceux qui apprécient ton effort et ta présence, pas de ceux qui te transforment en ombre. La véritable force n'est pas de supporter le mépris, mais de ne pas permettre que le mépris devienne du poison. Lorsque tu décides de protéger ton énergie, tu commences à remarquer que tout le monde ne mérite pas ton temps, ton écoute ou ta compagnie. Ce discernement est ce qui te libère de la fatigue émotionnelle et te permet d'investir le meilleur de toi-même dans ceux qui l'apprécient. Le silence des indifférents ne doit pas devenir une chaîne qui éteint ton enthousiasme. Apprends à te retirer, conserve ta flamme, dirige ta lumière vers des espaces où elle se transforme en chaleur, pas en cendre. Un cœur stoïcien ne s'use pas en essayant de raviver ce qui est déjà mort. Il le protège, en prend soin et ne l'offre qu'à ceux qui savent le maintenir en vie. 8. Lâche la nécessité d'approbation. Peu de chaînes sont aussi lourdes que le désir de plaire à tout le monde. C'est une prison invisible qui te fait agir, parler et même penser en fonction de ce que les autres attendent de toi. Quand tu cherches l'approbation, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque geste, chaque mot que tu reçois comme un signe d'acceptation devient une dose qui calme ton anxiété, mais qui te rend aussi dépendant. Et quand cette approbation n'arrive pas, tu as l'impression de t'effondrer. Vouloir être aimé n'est pas un défaut humain, mais en faire le moteur de ta vie est une sentence d'épuisement. Celui qui vit derrière le regard d'autrui devient l'esclave des applaudissements et l'otage des silences. C'est là qu'intervient le stoïcisme, qui enseigne à séparer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Les opinions, les gestes et les jugements des autres sont hors de ton contrôle. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction à eux et ta capacité à rester ferme dans ce que tu crois. T'accrocher à l'approbation des autres te fait rester dans des endroits où tu n'es pas valorisé, parce que tu crois que, si tu fais un peu plus d'efforts, ils reconnaîtront enfin ta valeur. C'est comme frapper à une porte fermée en espérant que le bois cède par compassion. Il ne cédera pas. Le besoin d'approbation te lie à des relations vides, à des emplois qui ne te respectent pas, à des amitiés qui ne te servent que de compagnie temporaire. Pense à ce que tu perds chaque fois que tu modifies ton comportement pour t'adapter. Tu sacrifies ton authenticité, tu tais ta voix, tu trahis tes propres limites. Et tout ça pour gagner des sourires qui ne signifient rien. Combien de temps encore vas-tu continuer à payer avec ton essence le prix d'être accepté ? Le stoïcien comprend que la véritable liberté commence lorsque l'opinion des autres perd son pouvoir sur lui. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou insensible, mais de comprendre que tu n'as pas besoin que tout le monde t'approuve pour avoir de la valeur. L'approbation externe est volatile. Aujourd'hui, on te la donne, demain, on te la retire. Tu ne peux pas construire ta paix sur quelque chose d'aussi instable. Te libérer de ce besoin est avant tout un acte d'honnêteté envers toi-même. Cela signifie reconnaître que ta valeur n'est pas liée au nombre de personnes qui t'applaudissent, mais à la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Lorsque tu agis à partir de cette cohérence, l'approbation cesse d'être un prix que tu poursuis et devient une conséquence naturelle de ton authenticité. Mais elle n'est plus une exigence. Imagine que tu marches avec un sac à dos plein de pierres et chaque pierre est une tentative de plaire. Un sourire forcé, une opinion tue pour ne pas déranger, un oui dit quand tu voulais dire non. À chaque pas, la charge devient plus lourde. Lâcher le besoin d'approbation, c'est en essence vider ce sac à dos. Non seulement cela allège ta marche, mais cela te redonne aussi la posture droite que tu avais perdue à cause du poids.
Ceux qui te valorisent vraiment ne t'exigent pas de te transformer pour être accepté. Ils t'accueillent avec tes lumières et tes ombres. Ceux qui te conditionnent à leur approbation ne sont pas une compagnie, ce sont des chaînes. Et le premier acte d'auto-soin est de reconnaître cette différence. Cesser d'avoir besoin d'approbation ne signifie pas t'isoler ou cesser de te soucier des autres. Cela signifie que ta boussole interne devient plus forte que n'importe quel applaudissement ou critique. C'est cela, la maturité émotionnelle. C'est cela, la liberté. Un stoïcien vit selon ses principes, pas selon les applaudissements. Et c'est cette fermeté qui, paradoxalement, finit par attirer le respect authentique de ceux qui comptent vraiment.